Que pourrions-nous faire pour modifier l'orientation du développement de l'humanité? Et quand je dis nous, je pense aux jeunes, aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, ensemble. Quand je dis nous, je pense aux femmes et aux hommes conscients que la marche du monde actuellement est attristante, peu réjouissante, surtout pour les jeunes. Je pense à des gens conscients et préoccupés par l'avenir. Le but est de changer l'orientation du développement de l'humanité. C'est un projet un peu fou par sa grandeur, mais je crois qu'il est exactement au niveau de l'ampleur des enjeux, des problèmes auxquels l'humanité fait face. Il s'agit de créer de l'espoir, il s'agit de donner envie de construire l'avenir pour qu'il soit viable dans 30 ans, dans 50 ans, qu'il soit réjouissant, épanouissant et libre, sans conflit permanent. La rédaction du manifeste du MNC s'est faite d'automne 2018 à l'été 2019. J'ai initié le processus et 25 personnes m'ont assisté avec leur esprit critique pour améliorer ce document. Cette rédaction s'est faite avant la pandémie du Covid-19, mais les thèmes et les propositions du manifeste restent absolument actuels et même pertinents au sein de cette pandémie. Ce sont 3 questions qui se posent à nous. Comment est-ce que l'être humain devient heureux? Qu'est-ce qui lui donne la joie de vivre? C'est une question d'ordre philosophique et psychologique. Elle est essentielle et sa réponse peut nous aider à résoudre les 2 autres questions qui se posent à nous. Comment est-ce que l'humanité peut cohabiter en paix avec la nature? Et l'autre question, comment est-ce que les êtres humains peuvent cohabiter entre eux d'une manière plus paisible, plus libre, plus épanouissante? Donc nous considérons la problématique du changement du climat dans un contexte plus large qui facilite la solution de ce grand problème auquel nous faisons face. Le manifeste est en quelque sorte une vision d'un ordre social amélioré, une réorientation des objectifs de développement de l'humanité. Ce manifeste est aussi un projet de société, c'est-à-dire un plan d'action ou une stratégie politique qui permet de réaliser ce que nous voudrions voir venir dans le monde. Il faut que chacune et chacun dise à voix haute comment elle voudrait voir l'avenir pour ses enfants, ses petits-enfants. C'est donc une invitation à agir, à construire le futur. L'instrument politique qu'a choisi le MNC, c'est l'initiative ou la pétition populaire, donc la rédaction d'un article constitutionnel
qui sera soumis au Parlement et au gouvernement, avec un grand nombre de signatures. Quelques mots sur la situation de l'humanité. En 1810, elle comptait le premier milliard d'habitants. Et dans 4 ans, en 2025, elle comptera 8 milliards d'habitants. Donc, en 215 ans, nous avons une multiplication par 8 du nombre d'habitants sur Terre. On peut dire que la condition de vie de l'humanité s'est complètement transformée en l'espace de 100 ans. Et je pense qu'on peut dire aussi que nos consciences, nos représentations de l'avenir, de la cohabitation, sont dépassées aujourd'hui, ou elles n'ont en tout cas pas suivi le rythme de la croissance démographique, qui n'est d'ailleurs pas le problème essentiel, ou tout au moins, il y a un autre problème là derrière, c'est que le milliard de gens le plus riches consomment autant que 10 à 20 milliards de gens qui sont dans le milliard le plus pauvre. Donc, les gens les plus aisés pratiquent une surconsommation intolérable pour la nature, au-delà de la capacité de charge de la biosphère, d'une manière extrêmement massive. 210 ans pour passer de 1 à 8 milliards, et auparavant, Homo sapiens, donc notre espèce, a mis plus de 300 000 ans pour atteindre le premier milliard et se répandre sur Terre. Si nous intériorisons cette croissance, c'est absolument vertigineux. Et c'est émouvant aussi. Si je pense à moi-même, en 1960, j'avais 14 ans, il y avait 3 milliards d'habitants, et maintenant 8 milliards. C'est fou. C'est saisissant et c'est émouvant. Et donc, mon état de conscience à l'âge de 15 ans est complètement dépassé par rapport à la situation d'aujourd'hui. Vu la pauvreté dans le monde, vu la faim au milieu des années 60 du siècle passé, j'ai décidé d'étudier l'agronomie et un peu de politologie à l'école polytechnique de Zurich. J'ai consacré ma vie à ces thèmes, au développement de l'humanité. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir enseigner ces thèmes à la Haute École spécialisée de Berne, où je dirigeais le département Agriculture internationale. Donc j'ai eu maintenant 55 ans de préoccupation centrale de ma vie orientée vers le développement de l'humanité. Il nous faut repenser l'avenir, revoir la cohabitation de l'être humain avec la nature et entre les êtres humains. Je pense, et nous pensons dans le mouvement, que aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'hommes conscients et touchés par la situation du monde sont prêts à approuver l'essentiel des propositions que je vais vous soumettre. Nous espérons pouvoir mobiliser toutes ces femmes, tous ces hommes, ces jeunes, ces parents, ces vieux, par un mouvement de base, créer une pression politique
pour changer l'orientation de nos sociétés. La démarche est simple, que dans de nombreux pays, 30, 40 membres du MNC créent un MNC national. Ils travaillent à se multiplier, à agrandir le nombre de membres, puis à créer des alliances avec des mouvements et des organisations apparentées, orientées de la même manière. Avec ces organisations, formuler les articles constitutionnels d'une manière adaptée à leur pays, soumettre ces articles constitutionnels à la signature de la population, ce qui signifierait par exemple en France ou en Allemagne récolter 1 million de signatures, en Suisse 100 000 signatures, puis déposer cette initiative ou cette pétition populaire au niveau du Parlement et du gouvernement et porter le débat qui va s'en suivre au niveau du Parlement et au niveau national. Débat qui fera évoluer les consciences et nos représentations de ce dont l'humanité a besoin. Nous pensons qu'il faudra 10 à 20 ans de transition au niveau des pays démocratiques et riches, et cette transition d'une manière de penser à l'autre est symbolisée au niveau du logo du MNC, où vous voyez une aile rouge vin décroissante. Ce sont les représentations qui sont dépassées pour la cohabitation humaine. Et en vert, vous avez une aile croissante, celle des orientations qui sont plus prometteuses pour l'avenir, d'ici 50 ou 100 ans. Et ces deux ailes, l'aile décroissante et l'aile croissante, forment ensemble un oiseau qui s'envole et symboliquement porte les propositions du MNC dans les sociétés, dans l'humanité. Les 4 propositions ou les 4 articles constitutionnels que propose le MNC sont les suivants. Le premier est une réflexion fondamentale sur la joie de vivre. C'est quoi? De quoi a besoin l'être humain pour être heureux, pour avoir une vie qu'il peut appeler pleine et belle? Alors certainement, il y a les besoins matériels, mais il y a aussi les besoins non matériels de l'être humain. Alors imaginez une circonférence, vous découpez en 4. Le premier secteur, les besoins matériels, est absolument fondamental et il n'est pas remis en question. Mais ce qui est essentiel, c'est de se rendre compte, et c'est vérifié par la recherche scientifique, que dès que ce secteur des besoins matériels est satisfait d'une manière moyenne et modeste, la croissance du bonheur ne se fait plus dans l'accumulation des biens matériels, mais il se fait au niveau des besoins non matériels. Et là, il y a 3 secteurs. Les besoins émotionnels de l'être humain. Ils sont aussi vitaux et cruciaux que les besoins matériels. Les besoins émotionnels, ce sont
le besoin d'affection, le besoin d'amour, le besoin de tendresse, le besoin de considération, d'estime, le respect, la dignité. C'est aussi le besoin de liberté, de s'épanouir, c'est un besoin de sécurité aussi au sein de la société. C'est la solidarité, c'est avoir de belles relations avec la partenaire, avec le partenaire, des relations fructueuses avec les enfants et joyeuses, avec les parents aussi, et au niveau du cercle d'amis. C'est là une des richesses essentielles de l'être humain, et tout cela ne peut pas s'acheter. C'est ce qu'on appelle une richesse intérieure non matérielle. Alors même si vous avez un revenu gigantesque, vous ne pouvez pas acheter votre joie de vivre. Toute cette partie qui se trouve dans le domaine des émotions, de l'amour, de l'affection. Et puis le deuxième secteur, c'est celui des besoins intellectuels de l'être humain, le savoir, comprendre le monde, comprendre l'être humain, rechercher, investiguer, approfondir les connaissances, acquérir toutes ces compétences qui nous permettent de devenir créatifs. Et la créativité, qui est certainement une essence de l'être humain, de sa nature, la créativité au niveau de la profession et des loisirs, que ce soit au niveau de la couture ou du jardinage, ou de la musique, du chant, de l'écriture, de la peinture, ces activités créatives, que ce soit en mathématiques ou au niveau de la langue, ou de l'histoire, ou de la physique, ces activités créatives sont une des sources essentielles du bonheur de l'être humain. Et le troisième secteur non matériel, il est du domaine philosophique et spirituel. Pour beaucoup de gens, c'est un domaine religieux. Il nous informe sur les possibilités de l'origine de l'univers, de l'origine de la vie. Il nous crée un cadre d'orientation. Il nous donne une idée d'un sens à la vie dont nous avons besoin. Tout cela, ou l'essentiel de ce que je viens de dire, ne s'achète pas. Donc on ne devient pas heureux. On n'est pas dans la joie de vivre avec beaucoup d'argent. Chacune et chacun peut vérifier sur elle-même si ce que je viens de dire est vrai ou faux. L'idée, c'est de limiter la richesse matérielle dans la mesure où la nature est limitée. Elle a une capacité de charge que nous ne pouvons pas dépasser à moins de vouloir détruire les équilibres dynamiques de la biosphère et donc de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc l'idée, puisque la nature est limitée, nous limitons aussi notre consommation et notre émission de polluants. Et par contre, notre croissance se fait dans le domaine non matériel qui, lui, utilise beaucoup moins de ressources et ne pollue pas autant la biosphère. Une personne intérieurement riche
n'a pas besoin d'autant de biens matériels et de consommation de compensation. Nous pensons que l'intériorisation de cette connaissance, qui est assez évidente, est l'approche de solutions pour une humanité de 8 à 9 milliards d'habitants. Nous acceptons de limiter notre consommation de ressources, notre pollution du monde, nous limitons notre richesse matérielle et nous nous épanouissons dans la croissance de la richesse intérieure. Quelque chose d'essentiel apparaît quand je dis cela, c'est que les biens non matériels peuvent se multiplier à l'infini et si nous les partageons, ces richesses intérieures, elles ne deviennent pas moins, elles deviennent toujours plus, elles se multiplient indéfiniment. Alors que les biens matériels, si vous les partagez, ils deviennent toujours moins. Si vous êtes professeur de danse et que vous enseignez votre art à 20 élèves, lorsque les 20 élèves auront acquis votre art et votre joie de la danse, vous ne serez pas moins riche. Bien au contraire, vous aurez acquis des expériences pédagogiques et vous aurez en vous la joie de voir ces 20 élèves qui sont devenus des danseurs ou des danseuses. Et c'est le cas dans tous les domaines des biens non matériels. On peut les diviser infiniment et ils s'accroissent et ne polluent pas. Donc c'est probablement le chemin, la voie qui devrait être engagée par l'humanité. Surtout avec 8 ou 9 milliards d'habitants. Au niveau de l'enseignement, il y a peu de choses à dire, mais ce serait un autre article constitutionnel de dire « Nous choisissons d'orienter l'enseignement vers la croissance de la richesse intérieure globale des êtres humains. Le niveau intellectuel et du développement des capacités physiques, mais surtout, et il y a un grand déficit dans ce domaine, le développement des capacités au niveau émotionnel, la connaissance de notre psychisme, sa compréhension, la manière de créer des relations joyeuses, productrices sur le plan de la créativité, sur le plan de la joie, sur le plan de la tendresse, et aussi le domaine philosophique et spirituel pour nous donner un cadre plus large des options qu'offre l'humanité, autant sur le plan spirituel que philosophique. Le troisième article constitutionnel dirait en gros « Nous acceptons d'adapter notre manière de vivre, nos modes de vie et notre économie aux limites de la nature, à la capacité de charge de la biosphère. Donc nous intégrons nos modes de vie à la nature. Nous considérons que nous sommes, en tant qu'êtres vivants, une partie de la biosphère et nous devons respecter ses limites. Il y a deux voies possibles. L'une, c'est la transformation des technologies, sortir des énergies fossiles
pour passer aux énergies durables. L'autre, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire de recycler les matières premières, surtout celles qui sont rares, et de les réutiliser pour plusieurs cycles de production et de consommation. Et puis, il y a l'autre voie, c'est celle de la limitation de la consommation, à laquelle tout le monde doit être soumis. Des limitations de consommation selon l'urgence par rapport à la transformation du climat et à la destruction de la biodiversité. Et ces limitations peuvent aller jusqu'à des interdictions. Et la quatrième proposition du MNC, c'est un article constitutionnel qui dirait « Nous acceptons de répartir équitablement les biens matériels, donc les revenus et les fortunes, ainsi que le pouvoir du capital au sein de notre société. » Actuellement, la répartition est extrêmement inégale. Les 10 à 20% les plus riches possèdent 80% des fortunes privées et 80% disposent de 20% des fortunes privées. Et même 20 à 40% de nos populations dans les pays dits développés et démocratiques, 20 à 40% n'ont aucune fortune disponible. Ce que nous aimerions atteindre, c'est plus de liberté dans les sociétés dites libérales, que 20 à 40% des gens qui n'ont aucune fortune aient elles aussi un petit capital de départ, et que les personnes excessivement riches avec des fortunes qui dépassent 5 à 10 millions d'euros, de dollars ou de francs suisses voient une limite à leur richesse pour qu'elle n'ait pas un pouvoir du capital excessif. Donc, créer de la liberté dans nos sociétés dites libérales, réduire les sentiments de frustration, d'injustice, de colère chez les personnes qui n'ont aucun héritage, aucune fortune disponible, et quitter le retour au Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, nous avons réparti les droits politiques, mais ce que nous vivons actuellement depuis 1980 est un retour au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait une noblesse de terre qui accumulait tout le pouvoir entre ses mains, et aujourd'hui, nous avons une noblesse du capital qui accumule non pas uniquement un pouvoir économique, mais aussi un pouvoir politique entre ses mains qui est insupportable au niveau de ce que nous appelons une démocratie. Donc le MNC aimerait aller vers une démocratie véritable et partager ce pouvoir du capital entre tous les adultes. Créer une société de propriétaires où tout le monde devient propriétaire de son logement, copropriétaire de l'entreprise dans laquelle il travaille dès qu'elle a dépassé une valeur de 10 millions. Il faut penser à ce que ça signifie le pouvoir du capital. Si vous disposez d'une fortune de 50 millions, 100 millions, 500 millions, voire 1 million d'euros ou de dollars, vous pouvez financer des partis politiques et des mouvements politiques, vous pouvez financer des politiciens, vous pouvez financer
des campagnes de propagande, des agences de créativité qui vont lancer des idées dans la manière où vous le souhaitez, des think tanks. Vous pouvez financer les campagnes électorales, vous pouvez financer les universités, les instituts universitaires, les profs, les doctorants. Vous pouvez acheter des médias, des journaux, des stations de radio, des stations télévisées, et par là former la conscience, la manière de penser de la population, influer sur les représentations de toute la population du pays et au-delà. Donc vous avez non seulement un pouvoir économique énorme, quand vous avez une très grande fortune, vous avez aussi un pouvoir politique inacceptable au niveau d'une démocratie. Il ne s'agit pas d'enlever aux personnes riches leur richesse matérielle, mais de répartir leur pouvoir sur toute la population et d'accéder à une démocratie véritable. Le capital de base que nous proposons serait prélevé dans les fortunes de plus de 5 à 10 millions, transféré dans le Fonds national de succession qui, lui, transmet un capital de base à toutes les personnes, c'est-à-dire 20 à 40% de la population, qui n'ont aucune fortune disponible, et aux jeunes à l'âge de 25 ans. Ce capital de base rehausse l'individu, il lui donne plus de pouvoir, il rend cette personne copropriétaire des biens matériels de la société et donc responsable. Nous pensons que cette solution est meilleure que celle du revenu de base qui rend les gens dépendants. Je vous invite à aller sur le site internet du mouvement Nouvelle Culture, de lire le manifeste en français, en allemand, en anglais, en italien. Et si ces propositions vous convainquent, devenez membre du MNC, de la fédération MNC, par une signature virtuelle sur le site internet, et ensuite regroupez-vous au niveau national et créez un MNC national dans votre pays pour mettre en route la démarche politique qui amènera à réorienter l'orientation du développement de nos sociétés et de l'humanité, nous l'espérons. Devenez constructif et non pas résigné, participez au changement. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention.